Un livre disparu, un registre codé. Et Holmes sait que la vérité est enfouie dans l'encre. Bienvenue à Kriminalgeheimnis. Je suis votre hôte, Léo. Cette communauté grandissante d'amateurs de mystère est incroyable. Laissez un commentaire. Et partagez votre écoute. Vos réflexions et votre présence enrichissent véritablement ce voyage. J'ai hâte de lire vos pensées. Enfonçons-nous dans l'ombre et commençons. C'est dans les derniers mois de l'année 1891, alors que les brouillards londoniens s'épaississaient et que les becs de gaz brûlaient comme des fantômes derrière leurs voiles, qu'une affaire particulière occupa l'énergie de mon ami, M. Sherlock Holmes. Je me souviens précisément de cette matinée, un mardi humide avec une bruine résiduelle, et le feu dans notre salon de Baker Street crépitait, protestant contre la difficulté du charbon à prendre. Holmes venait de conclure une expérience assez spectaculaire concernant la combustibilité du guano de chauve-souris hongroise. Une expérience qui, heureusement, s'était terminée sans dommages corporels, mais non sans causer une agitation considérable à Madame Hudson. Moi, assis dans mon fauteuil habituel avec le fouet plié sur mes genoux, je m'apprêtais à reprendre un article sur les tensions dans les Balkans lorsque la sonnette retentit avec une telle insistance que même Holmes, enfoui comme il l'était, dans les plis de sa robe de chambre, haussa un sourcil. « Entrez !» aboya-t-il, même si l'appel s'adressait à notre logeuse. Un instant plus tard, la voix tendue de Madame Hudson l'appela dans l'escalier. « Un certain Monsieur Trelawney Thatch, monsieur, de Bloomsbury. Il insiste sur l'urgence de la situation. » Holmes se redressa aussitôt, se débarrassant de sa langueur, comme d'un manteau mal ajusté. Trelawney Thatch, un nom suffisamment étrange pour mériter une enquête, signalez-le, Madame Hudson. L'homme qui entra avait l'air d'un universitaire un peu délabré. De corpulence moyenne, il était habillé de façon savante. Pantalon de laine grise, manchettes effilochées et manteau qui sentait légèrement la moisissure. Son pince-nez reposait précairement sur un nez de faucon et il tenait un petit registre serré contre sa poitrine, comme un précieux manuscrit. « Monsieur Holmes, Dr. Watson, » dit-il à bout de souffle, « j'espère que vous me pardonnerez mon intrusion. Je m'appelle Thatch, propriétaire de Thatch & Poons, libraire ancien de Museum Street. Je crois qu'il s'est produit quelque chose de très inhabituel dans mon établissement, et je crains qu'il ne s'agisse d'un acte criminel. » Holmes fit un geste vers le siège en face de lui. « Veuillez vous asseoir, monsieur Thatch, et commencez par le commencement. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'un crime a été commis ?» Thatch se lécha les lèvres nerveusement. « Il y a 3 jours, j'ai découvert une lacune dans mon grand livre. Un registre financier, monsieur. Mes comptes sont méticuleux, au taliard près. Mais ceci, ce n'était pas une erreur comptable ordinaire. » Il tendit à Holmes le mince volume, relié en cuir de veau craquelé. Holmes feuilleta les pages fragiles avec une délicatesse surprenante, son regard s'aiguisant. « Je vois. Des pages ont été excisées, non pas déchirées, mais soigneusement retirées à la lame. 6 entrées manquent. Votre écriture reprend ensuite son cours normal, comme si de rien n'était. Exactement. Mais je ne les avais pas supprimées, et je ne détruirai jamais aucune partie de mes comptes. De plus, ces écritures manquantes concernaient une transaction précise dont je me souviens très bien. Une collection d'incunables achetés par un étranger, payés en souverains d'or. La somme était importante. Holmes tapota le bord du livre d'un doigt fin. « Que pouvez-vous me dire de plus sur ce monsieur ?» Thatch expira. « Il s'appelait Herr Ulrich Neuburg, autrichien, je crois. Il portait des gants en permanence, même à l'intérieur. Il s'intéressait particulièrement à un volume du XVe siècle de Cosmas Indico Plust, La topographie chrétienne, intervint Holmes. Un ouvrage extrêmement rare. Oui, il prétendait être théologien. Il a été payé intégralement. Mais maintenant, les livres ont disparu et les pages qui prouvaient à la vente ont disparu de mon registre. Mon assistante, mademoiselle Lydia Rook, jure m'avoir vu écrire dessus le soir même. Mais maintenant,
C'est comme si la transaction n'avait jamais eu lieu. Curieux, murmura Holmes. Et les volumes? Disparus. Les serrures étaient intactes. Aucune trace d'effraction. Mademoiselle Rook ferme la boutique chaque soir sous ma surveillance. Pourtant, quand j'ai ouvert lundi matin, les livres avaient disparu. Et Miss Rook? Demanda Holmes en levant les yeux. Elle est avec moi depuis 2 ans. Ponctuelle, intelligente, absolument fiable. Je lui fais confiance. Holmes se pencha en arrière. Laissez-moi résumer. Une vente de livres rares à un mystérieux gentleman. 6 pages de votre registre ont été effacées avec précision. Les livres achetés ont disparu, mais la boutique est restée intacte. Aucun témoin, aucune preuve. Fascinant. J'ai osé poser une question. Monsieur Thatch, vous n'avez mentionné aucun signe d'effraction. Y a-t-il un double des clés du magasin? Seulement le mien et celui de mademoiselle Rook, répondit-il, et j'ai vérifié que le mien était en sécurité. Quant au sien, elle jure qu'il ne l'a pas quitté. Holmes se leva. Watson, notre itinéraire matinal est clair. Monsieur Thatch, si vous aviez l'amabilité de nous accompagner à votre boutique, j'aimerais bien voir de mes propres yeux cette scène de livres et de pages qui disparaissent. Les rues de Bloomsbury grouillaient d'étudiants et d'universitaires, même si la bruine donnait une teinte grisâtre et humide aux façades des bâtiments géorgiens. Thatch & Poons était niché entre un horloger et un bureau de tabac, ses fenêtres noires de suie obscurcissant la vue. L'intérieur de la boutique était sombre, bordé d'étagères tordues qui grinçaient sous le poids de textes vieux de plusieurs siècles. L'air était chargé du parfum du vélin vieilli, de la cire d'abeille et du vernis à l'acajou. Mademoiselle Lydia Rook, une jeune femme au front intelligent et au regard observateur, se tenait derrière le comptoir, l'air mi-curieux, mi-inquiet. Mademoiselle Rook, la salua poliment Holmes. Puis-je jeter un œil à l'arrière-boutique? Bien sûr, monsieur Holmes, dit-elle en désignant une arche ornée d'un rideau. Rien n'a été touché depuis que monsieur Thatch a découvert la perte. L'arrière-salle était exiguë mais bien rangée. Holmes inspecta le cadre de la fenêtre, tapota ses bords et examina la serrure. Solide. Aucun signe d'effraction. Et vous dites que cette porte reste verrouillée de l'intérieur chaque nuit? Oui, monsieur, répondit-elle. Je la verrouille moi-même après le départ de monsieur Thatch. Il souffre d'arthrite et me laisse le soin de tout sécuriser. Holmes porta son attention sur une haute étagère contre le mur du fond où des cernes de poussière suggéraient que plusieurs volumes avaient été récemment retirés. Il sortit une petite loupe et observa le bord de l'étagère. « Ah, murmura-t-il. Watson observe des rayures, de minuscules, probablement dues à des reliures en cuir. Et c'est quoi ça? Des fils? Bordeaux? De la soie, à peine visible. » Et il se tourna vers Thatch. « Les livres vendus à Herr Neuburg avaient-ils des marque-pages? »« Oui, c'est vrai, » confirma Thatch. Chacun portait un ruban de soie rouge, probablement une marque d'éditeur. Holmes empocha le fragment et se leva. « Dites-moi, mademoiselle Rook, avez-vous déjà revu ce Neuburg depuis son achat ?» Elle hésita. « Non, mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange le jour de son arrivée. À son départ, j'ai trouvé une tache de graisse ou de suie sur la poignée de porte. Bizarre vu que l'homme était impeccablement habillé. Je l'ai essuyé sans réfléchir. » Holmes hocha brièvement la tête, le visage calme mais attentif. « Il faut qu'on se reparle, mademoiselle Rook. Pour l'instant, merci. » En sortant du magasin, Holmes était inhabituellement silencieux. Ce n'est qu'en tournant sur Great Russell Street qu'il reprit la parole. « Watson, dit-il lentement, ce n'est pas un vol ordinaire. Il y a un mobile sous-jacent qui n'a rien à voir avec les livres rares, mais plutôt avec la tromperie. La suppression de ces pages ne visait pas seulement à annuler une vente, c'était à réécrire l'histoire elle-même. Je le fixais du regard. Mais quel pourrait être le but? Il sourit faiblement. Voilà, mon cher Watson, l'énigme ce jour-là. Nous avons déjeuné dans un modeste salon de thé près de Museum Street, un établissement que Holmes avait choisi non pas pour ses qualités culinaires rares,
mais pour sa vue imprenable sur Thatch and Poons. Il était assis en face de moi, apparemment indifférent au sandwich aux concombres mous qui nous avait été servi, le regard fixé sur l'étroite porte de la librairie ancienne, avec la même attention qu'un faucon observant le terrier d'une souris. « Vous pensez que ce Neuburg reviendra ?» demandai-je en regardant par-dessus mon épaule. Holmes esquissa un léger sourire. « Il ne reviendra pas, Watson, pas s'il possède la clairvoyance que je soupçonne. Cependant, je ne guette pas Neuburg, je guette son absence. » « Absence ?» En effet, j'observe ce qui se passe pas s'il s'agissait d'un cambriolage aléatoire, un vol à but lucratif. Il n'y aurait aucune raison de retirer les pages du registre. L'absence de cette transaction est un indice en soi. Réfléchissez-y, Watson. Un homme achète des livres rares à la vue de tous, paie en or, laisse des témoins derrière lui, puis s'assure que toutes les traces de cet achat disparaissent. Ce n'est pas l'acquisition des livres qui est secrète, mais leur disparition. Mais dans quel but? C'est ce que j'ai l'intention de découvrir, répondit Holmes, les yeux toujours fixés sur la librairie de l'autre côté de la rue. Nous sommes restés là près d'1 heure. Pendant ce temps, plusieurs clients allaient et venaient de Thatch and Poons. Un homme âgé aux lunettes embuées par la pluie, une femme à l'air érudit, enveloppée dans un châle émeraude, et un livreur avec un colis abîmé. Holmes observait, chacun d'eux sans faire de commentaires, l'air indéchiffrable. Finalement, il se leva. « Viens, Watson, on va faire une promenade. »« À la poursuite d'eux ? » ?»« À la poursuite de la poussière, » dit-il d'une voix énigmatique. Holmes ne me conduisit pas vers Baker Street comme je l'avais prévu, mais dans la direction opposée, à travers les ruelles tortueuses derrière le British Museum, le long de Montague Street, et, finalement dans une étroite impasse dont je ne reconnaissais pas le nom, Fitzhardinge Mews, malgré mes années passées dans la ville. Là, une série de portes modestes, la plupart anonymes, se dressaient sous des fenêtres aux volets clos et des cheminées noircies par la suie. « Regardez attentivement, » murmura Holmes. Il désigna l'une des portes, discrète à l'exception, d'une petite plaque de laiton portant les initiales JEF. En dessous, le linteau et la marche étaient banals. Mais tandis que Holmes sortait une petite loupe pliante de sa poche et se penchait pour examiner le seuil, je remarquai un étrange résidu, poudreux et fin, comme de la cendre. « De la poussière d'imprimerie, » murmura Holmes. « Du moins, c'est ce qu'il semble. Il existe plusieurs variétés de résidus carboniques, Watson. Celui-ci est courant chez les fabricants d'encre et les restaurateurs de livres. Observez les légères traces d'usure. Quelqu'un est passé par ici récemment, sans doute en prenant grand soin de ne pas se faire remarquer. Mais comment as-tu... » J'ai eu des soupçons après avoir examiné le fil sur l'étagère de Thatch and Poons, de la soie bordeaux avec un filament métallique torsadé. Pas un ruban marque-page classique, mais le genre utilisé pour les reliures cérémonielles, volumes liturgiques, vieux ouvrages juridiques. Rares sont les endroits à Londres équipés pour ce genre de travail. L'un d'eux est J.E. Finch, conservateur de livres et spécialiste des reliures rares. Il frappa 2 fois à la porte. Un instant plus tard, elle s'ouvrit en grinçant, révélant un homme mince d'une 60aine d'années, les cheveux blancs plaqués en arrière, les mains tachées d'encre et gantées de mitaines. Il cligna des yeux, visiblement peu habitué aux visites. « Oui, » dit-il avec prudence. « Je m'appelle Sherlock Holmes. Voici le docteur Watson. Nous recherchons des informations concernant une restauration récente, impliquant peut-être des incunables, avec des rubans de soie rouge. Avez-vous été abordé récemment par un homme portant des gants ?» Finch hésita, les sourcils froncés. « De quoi s'agit-il ?»« Je n'ai pas besoin de nom, monsieur, seulement de la confirmation qu'un tel homme existe et qu'il vous a laissé quelque chose. » Finch se frotta la nuque. « Ça devait être il y a 1 semaine. Un type est arrivé tard dans la soirée, juste avant la fermeture. Il a dit qu'il voulait que la reliure de 3 volumes soit renforcée, pas nettoyée, juste renforcée. Demande étrange. Payé d'avance. Mais il n'est jamais revenu. Décrivez-le, s'il vous plaît, dit doucement Holmes. Grand,
accent étranger. Il a gardé ses mains gantées tout le temps. Il n'a pas voulu enlever son écharpe non plus, malgré le feu qui flambait. Je n'ai pas posé de questions. Quels étaient les volumes? 2 étaient en latin, des antiennes, je crois. La 3e était en grec. Il a dit que c'étaient des textes ecclésiastiques, très anciens. Mais c'est étrange. Oui? Ils n'étaient pas imprimés. C'étaient des fac-similés. Les yeux de Holmes brillèrent de la lueur de la découverte. Des fac-similés? Des reproductions modernes, monsieur. Exceptionnellement bien faites, mais des faux néanmoins. Je manipule des centaines de manuscrits, et je reconnais le vélin à son odeur. Il s'agissait de papier traité, pas de véritable parchemin. Une tromperie convaincante, cependant. Holmes hocha lentement la tête. « Merci, monsieur Finch. Vous m'avez été d'une grande aide. Puis-je vous demander l'adresse qu'on vous a donnée pour contacter cet homme si les livres étaient terminés ?» Finch lui tendit un bout de papier. Holmes le parcourut, puis le rangea. « Watson, je crois, que nous sommes en train de percer l'épine dorsale de ce mystère. Viens. » L'adresse nous conduisit à une pension de famille, sur Haverstock Hill, une bâtisse décharnée recouverte de lierre dirigée par une propriétaire au regard des plus suspicieux. Holmes présenta sa carte et demanda des renseignements. Sur un certain Monsieur Neuberg. Il séjournait ici sous le nom de Monsieur Greaves, dit-elle au bout d'un moment. Arrivé il y a 2 semaines, reparti 3 jours plus tard. Il n'a jamais utilisé la cuisine. Il a rarement quitté sa chambre. Il a payé en liquide. Pouvons-nous voir la chambre? Demanda Holmes. Elle hésita, mais finit par nous conduire en haut de l'escalier grinçant jusqu'à une modeste chambre donnant sur le jardin. Elle était propre, mais vide de bagages ou d'effets personnels. Holmes se dirigea aussitôt vers le bureau où il trouva un simple bout de papier buvard. Il le tenait à la lumière, puis pressait une page de son carnet contre lui et le frottait légèrement avec du graphite. Les lettres apparurent faiblement. Le cœur est à usage privé. Un fragment, dit Holmes, en latin. En gros, c'est la concorde pour usage privé. Une dédicace, peut-être. Mais il nous en faudra plus. Il sortit du foyer un autre indice. Une braise avec des traces de cire rouge et un éclat d'or pressé. Il la retourna à la lumière. Watson, nous sommes entraînés, volontairement ou non, dans un théâtre d'illusions. Fausses reliures, archives effacées, fac-similés passés pour des livres sacrés. Quelqu'un a déployé des efforts considérables pour fabriquer une histoire. Je le fixai du regard. Mais à quoi bon une tromperie aussi élaborée? Holmes se regarda par la fenêtre, où le crépuscule commençait à s'installer sur la ville. « Il y a plus que de l'argent, je pense, » dit-il. « Ce n'est pas un simple vol, c'est une substitution. Les vrais volumes n'étaient pas censés quitter. La boutique, ce sont les fac-similés qui ont dû quitter la boutique. » Il se retourna brusquement. « Et si je ne me trompe pas, les originaux sont encore quelque part dans le coin. Il faut retourner à Thatch & Pounce, immédiatement. » À notre arrivée, la boutique était fermée pour la soirée, mais Thatch, qui habitait au-dessus, nous laissa entrer sans hésiter. Holmes arpentait les allées avec l'énergie d'un chien de chasse, passant d'une étagère à l'autre, s'arrêtant de temps en temps pour tapoter le bois ou incliner un volume. Finalement, au fond de la boutique, il s'agenouilla à côté d'une petite mallette à 3 niveaux contenant des folios. « Watson, aide-moi. » Nous avons écarté la lourde structure, révélant une bouche d'aération derrière elle. Petite, mais clairement accessible à une personne de petite corpulence. Holmes a glissé la main dans la grille et en a sorti un paquet couvert de poussière, enveloppé dans une toile cirée. À l'intérieur se trouvaient les livres manquants. « Les vrais volumes, » dit-il doucement. Neuberg, ou Greaves, ou qui que ce soit, a placé les faux, a effacé la preuve de vente et a orchestré leur disparition. Mais pourquoi? Thatch avait l'air blême. Mais pourquoi les cacher ici? Pour retarder la découverte. Peut-être pour les récupérer plus tard sous un faux nom. Ou pour piéger quelqu'un d'autre. Holmes remit la grille en place et se tourna vers nous deux. Cette affaire n'a pas encore ouvert son chapitre le plus sombre, Watson.
Mais maintenant, nous savons que la clé ne réside pas dans ce qui a été volé, mais dans ce qui a été laissé derrière. Il était bien passé minuit lorsque Holmes et moi sommes rentrés à Baker Street, et pourtant, il ne montrait aucun signe de fatigue. Au contraire, il était dans cet état particulier que j'avais appris à reconnaître au fil des ans, ce qu'il qualifiait autrefois d'ivresse mentale, lorsque le jeu était lancé et que les faits commençaient enfin à s'aligner selon un schéma perceptible. Il se tenait devant l'âtre, le paquet de toiles cirées récupéré chez Touch & Pons, déballé sur notre table. Les 3 volumes étaient posés devant nous, 2 antiennes latines et un traité de théologie grecque, leurs reliures ornées, leurs tranches dorées ternies par le temps et l'usage. Holmes les examina tour à tour, feuilletant délicatement les pages dont le vélin craquait sous la tension du temps. Je me suis penché en avant et j'ai regardé par-dessus son épaule. Sont-elles authentiques, à ton avis? Holmes émit un bourdonnement évasif. Ils sont certainement anciens. Les reliures, l'encre, les filigranes, tout porte le savoir-faire du XVe siècle. Et pourtant, encore? Il tourna un volume vers la lumière, les yeux plissés. Cette enluminure, regardez les notes marginales. Voyez comme le pigment déteint légèrement sur le parchemin? Un signe de réapplication. Et ici, cette majuscule semble avoir été redessinée. Ce n'est pas un faux, Watson, mais retouché, soigneusement modifié. Un mélange de vérité et d'invention. Mais dans quel but? Holmes leva les yeux brillants. C'est précisément ce que nous devons déterminer, mon cher ami. Il choisit le volume grec et tourna la page jusqu'à la première, feuille, qui portait une inscription à l'encre délavée. À la mémoire du cœur de la fidélité en l'an du Seigneur 1341. À la mémoire de la fidèle Concorde, traduisit Holmes. Une dédicace de 1471. Peut-être authentique, mais là encore, il faut s'interroger sur ce qui est réel et ce qui est modifié. Il ouvrit son carnet et récupéra le fragment de papier buvard que nous avions trouvé dans la chambre de Neuburg. Il le plaça à côté du volume, alignant la courbure des dernières lettres. Vous voyez? La même main. Notre mystérieux visiteur a composé cette inscription après avoir pris possession des véritables volumes, ce qui nous dit qu'il avait l'intention de les faire apparaître comme s'ils avaient toujours contenu cette dédicace. Ai-je ajouté? Holmes hocha la tête en signe d'approbation. Excellent, Watson. Et nous pouvons raisonnablement en déduire que les livres n'étaient pas destinés à disparaître, mais à devenir autre chose, quelque chose de plus qu'ils ne l'étaient. Nous restâmes un moment silencieux. Puis Holmes se leva brusquement et alla à son bureau, où il rédigea 2 télégrammes d'un trait rapide et précis. Le premier était adressé au département des manuscrits du British Museum. Le second, à un homme que je reconnus comme étant le père Augustus Bray, un jésuite érudit qu'il connaissait et spécialisé dans les textes ecclésiastiques et la paléographie. « Qu'espérez-vous apprendre » ai-je demandé. « Que ces livres soient connus d'une collection publique ou privée, et que cette dédicace, Cordia Fidelitatis, figure dans un recueil de textes perdus ou légendaires. On murmure, vous savez, dans certains cercles théologiques, que le contenu de manuscrits pourrait modifier la compréhension de l'histoire de l'Église. Personne ne croirait de telles choses. La croyance, Watson, est la plus malléable des monnaies, répondit Holmes. Entre de bonnes mains, avec les preuves adéquates, même les légendes peuvent être vendues comme des vérités. Le lendemain matin apporta de la pluie et des révélations. Un télégramme du British Museum est arrivé au petit déjeuner, confirmant que les volumes, et notamment les antiennes, présentèrent des similitudes avec un ensemble de livres autrefois catalogués à l'abbaye de San Vico en Ombrie, que l'on croyait détruits pendant les campagnes napoléoniennes. L'encre, l'écriture et les reliures étaient toutes alignées, bien que le musée ne dispose d'aucun exemplaire subsistant permettant une comparaison directe. Le deuxième message arriva 1 heure plus tard. Le père Bray avait été rapide et précis. Dédicace à Cordaia Fidelitatis, enregistré dans l'édition de 1895
du Sensus Palaeologia, attribué à Acta Secreta. Un traité supprimé sur l'unité de l'Église, compilé par des moines grégoriens. Jamais trouvé. Pensée mythique. Connexion intrigante. Prudence invitée. Holmes lut le message 2 fois avant de le plier soigneusement et de le déposer sur la cheminée. Nous naviguons maintenant en eau trouble, Watson. Ces livres, ou plutôt ce que quelqu'un veut, ils pourraient susciter un grand intérêt dans certains milieux universitaires et religieux, mais aucune institution ne les accepterait. Sûrement comme authentiques, il esquissa un sourire ironique. Vous seriez surpris de ce que les gens peuvent croire quand ils ne recherchent que l'apparence de la vérité. Un manuscrit, aussi discrédité soit-il par la suite, peut toujours rapporter une fortune, si sa provenance semble suffisamment convaincante dès le départ. À ce moment-là, un coup sec retentit à la porte. Madame Hudson entra, portant une carte sur un petit plateau en argent. « Mademoiselle Lydia Rook, messieurs, faites-la entrer », dit immédiatement Holmes. La jeune femme entra dans la pièce, les traits plus pâles qu'auparavant, le visage crispé. « J'espère que je ne vous dérange pas, » dit-elle. « Pas du tout, » répondit Holmes en lui proposant un siège. « Qu'est-ce qui vous amène ici, mademoiselle Rook ?» Elle hésita, son regard se portant sur moi puis de nouveau sur Holmes. « J'ai été suivi hier soir, monsieur Holmes. Je rentrais du magasin. Un homme grand en pardessus sombre. J'ai tourné brusquement dans Gower Street et il a disparu, mais je sais qu'il m'observait. Tu as vu son visage? Non, seulement la forme et ses gants. Ils étaient en velours bleu foncé ou noir, les mêmes que ceux que portait l'homme qui avait acheté les livres. » Holmes se pencha en avant. « Et vous ne l'avez dit à personne d'autre qu'à nous? »« Personne. Je ne voulais pas alarmer Monsieur Thatch. » Holmes tapota du bout des doigts. « Très sage. Mademoiselle Rook, votre instinct était bon. Cette affaire est plus complexe qu'il n'y paraît. Vous ne courez aucun danger immédiat, mais vous devez rester prudente. Pour l'instant, vaquez à vos occupations habituelles. Et si vous revoyez cet homme, ne faites rien si ce n'est prendre note de tout ce que vous pouvez. » Elle hocha la tête solennellement et partit peu de temps après. Une fois la porte fermée, Holmes se leva et fit « les 100 pas », des gants de velours, une provenance dissimulée, des manuscrits mythiques. « Watson, et si je vous disais que ce n'est pas du tout un vol ?» Je le regardais perplexe. « Ce n'est pas un vol? » « Non. À livraison. » Il cessa de faire les 100 pas, la voix basse. Quelqu'un a pris des livres rares et précieux, a dissimulé son identité, a inventé une histoire légendaire et s'est assuré que toute preuve de leur vente initiale soit effacée. Mais les livres eux-mêmes, réels ceux-là, n'ont jamais été emmenés bien loin. Ils étaient cachés, jusqu'à ce que je les trouve. Il a montré les volumes sur la table. Pourquoi quelqu'un ferait-il ça, Watson? Pourquoi monter une supercherie? Ça aussi élaboré pour ensuite laisser les véritables artefacts derrière lui. J'ai osé une supposition, pour les planter et les découvrir. Mais par qui? Holmes sourit. C'est précisément la question. Et la réponse, je crois, est par un acheteur, quelqu'un qui arrivera bientôt, peut-être dans quelques jours, persuadé d'avoir trouvé des textes religieux perdus. Peut-être, même sous prétexte de redécouvrir ce qui n'a jamais vraiment été perdu. Il s'est tourné vers moi. Alors, la prochaine étape, c'est d'attendre. Attendez? Oui. Laissons l'araignée croire que sa toile est intacte. Et quand? La mouche viendra se régaler, nous serons là. 3 jours sans incident s'écoulèrent après la visite troublante de Miss Rook, chacun aussi gris et humide que le précédent, sans plus aucun signe de la mystérieuse silhouette gantée qu'il avait suivie dans Gower Street. Holmes, quant à lui, passait le temps avec une patience languissante, que j'avais depuis longtemps appris à interpréter comme une retenue calculée. Il alternait entre des mélodies lugubres au violon et la reprise de son travail sur une monographie absconse concernant les traces olfactives de poisons persans rares, un sujet qui, je l'avoue, m'avait quelque peu déconcerté lorsqu'il laissait des fioles déboucher sur la cheminée. Pendant ce temps, Thatch & Pounce rouvrit discrètement ses portes, sous la consigne expresse de Holmes,
qui interdisait à Thatch et à Miss Rook de mentionner à quiconque la découverte des véritables volumes. Les livres eux-mêmes avaient été soigneusement remballés et remis dans leur cachette derrière la grille d'aération, tandis que Holmes effectuait de fréquentes et discrètes visites à la boutique pour observer les clients et inspecter le courrier entrant. Il refusa de donner plus de détails sur ses soupçons, même si j'ai remarqué qu'il était devenu particulièrement attentif aux lettres oblitérées d'origine étrangère. Enfin, le 4e matin, un télégramme arriva, un main. Acheteur zurichois arrive lundi pour voir la collection. Recommandé par le professeur Waldheim. Arrêt. Instruction suivie. Arrêt. En attente de nouvelles commandes. Rook Holmes resta debout à le lire pendant plusieurs minutes, puis laissa tomber le bout de papier par terre. Le rideau se « Lève, Watson » murmura-t-il. L'acteur entre. J'ai levé les yeux de mon petit déjeuner. Zurich, tu dis? Oui, un centre de publication scientifique et théologique en Europe. Et le professeur Waldheim n'est pas un petit nom. Expert de la doctrine de l'Église médiévale et associé reconnu de diverses institutions de collection. S'il est impliqué, même indirectement, quelqu'un souhaite que cette mascarade paraisse légitime. Et l'acheteur? On verra bien, répondit Holmes. Et il faut voir avant lui. Nous sommes arrivés chez Thatch & Poons 1 heure avant l'heure prévue. Thatch arpentait déjà nerveusement les folios, se tordant les mains, se demandant si les rafraîchissements avaient été servis. Mademoiselle Rook, au contraire, était calme et alerte, vêtue d'une modeste jupe bleu marine et d'un chemisier blanc impeccable, avec un air tout à fait professionnel. Je lui ai dit que les volumes avaient été temporairement égarés lors d'une vente privée et qu'ils venaient tout juste d'être retrouvés. Va-t-elle expliquer. Il estime qu'il s'agit d'une heureuse redécouverte. Bien dit, acquiesça Holmes. Et vous n'avez rien dit sur la dissimulation? Rien, assura-t-elle. Holmes jeta un coup d'œil à sa montre. Excellent. Vous aurez l'amabilité de m'apporter le fac-similé, pas les originaux, et posez-les sur la table de lecture. Laissez-le les examiner sans interférence. Je serai dans la réserve, Watson avec moi. Nous observerons de là. La réserve, qui donnait directement sur l'atelier, était dotée d'un petit judas percé dans les boiseries, une vieille astuce de commerçant, expliqua Holmes, utilisée autrefois pour surveiller les assistants ou les clients importuns. Cela nous offrait désormais une vue claire, quoique étroite, de la table de consultation. Et bientôt, la cloche au-dessus de la porte a sonné. L'homme qui entra était d'une taille remarquable, avec un front haut, des tempes argentées, et une barbiche taillée avec précision. Il portait une jaquette sombre et tenait une canne aux manches de jade. Son accent allemand était prononcé, mais son anglais était fluide et raffiné. « Bonjour, dit-il à mademoiselle Rook. Je suis monsieur Dietrich Albrecht. Je viens sur recommandation du professeur Waldheim. Vous êtes mademoiselle Rook, n'est-ce pas? Oui, monsieur Albrecht. Bienvenue chez Thatch & Poons. Nous sommes ravis de vous accueillir. Les volumes sont prêts à être examinés. Il s'inclina légèrement et s'approcha de la table, retirant ses gants avec un soin méthodique. Ses doigts étaient longs et pâles, aux ongles parfaitement taillés. De notre point de vue, je vis Holmes plisser les yeux. Il portait des gants avant, murmura Holmes, mais plus maintenant, curieux. Albrecht s'assit et ouvrit le premier volume, le traité grec. Il tourna les pages avec révérence, s'arrêtant souvent pour parcourir les marges du doigt ou pour tenir le feuillet à la lumière. Il ne laissa échapper aucune exclamation, mais ses sourcils se froncèrent légèrement, l'équivalent de l'étonnement chez un universitaire. « Ce sont exceptionnels, murmura-t-il. Plus qu'exceptionnels. Ils sont historiques. Croyez-vous qu'ils sont authentiques? Demanda innocemment mademoiselle Rook. Albrecht pencha la tête. Ils sont remarquablement conformes au style de 1471. L'encre est légèrement trop stable, ce qui pourrait suggérer une conservation ultérieure. Mais la dédicace, cœur de fidélité, c'est un détail des plus extraordinaires. On n'en connaît que des fragments. Le professeur Waldheim sera très heureux,
Et tu vas faire une offre ? Demanda-t-elle. Il esquissa un léger sourire. Je ne peux pas acheter, je peux simplement évaluer. Mais je vais immédiatement prévenir. Zurich. Si la provenance peut être prouvée, ces objets pourraient valoir une fortune. Holmes se pencha vers le Judas. Voilà. Le piège est tendu. Il croit que les faux sont les vrais. Et maintenant, murmurai-je. Maintenant, dit Holmes en se levant silencieusement. Nous veillons à ce que les vrais ne disparaissent plus. Plus tard, dans l'après-midi, Holmes demanda à Mademoiselle Rook de remettre une lettre cachetée à l'hôtel de Herr Albrecht, le Grand Clarendon, près de Russell Square. Dans cette lettre, Holmes lançait une invitation au nom de Monsieur Nigel Harcourt, un collectionneur fictif et supposé bienfaiteur privé de Thatch & Pouns, demandant un rendez-vous discret ce soir-là à 21h dans le salon de lecture à l'étage de la librairie. Quel est le but de cette ruse d'Harcourt? Que demandai-je tandis que Holmes et moi préparions la pièce, pour contraindre Albrecht à dévoiler sa véritable nature. S'il estime que les propriétaires de la boutique ne sont pas pleinement conscients de ce qu'ils possèdent et qu'un acheteur privé pourrait intercepter la vente, il pourrait tenter de négocier à des conditions plus révélatrices. Et s'il est plus qu'un universitaire? Le sourire de Holmes était sombre. Alors nous apprendrons cela aussi. Le salon à l'étage, rarement utilisé, sauf pour les estimations immobilières, était sobrement décoré de chaises géorgiennes, d'un bureau et d'une horloge à long boîtier qui sonnait chaque heure d'une note mélancolique. Holmes avait légèrement modifié son apparence, plus qu'un déguisement, moins qu'une transformation. Ses cheveux étaient lissés au tonique, son menton orné d'une fausse moustache, son accent était coupé court et son visage était marqué par la vieillesse. Quand Albrecht arriva précisément à 9h, il avait un air de scepticisme. « Poli »« Monsieur Harcourt ?» demanda-t-il. Holmes tendit une main gantée. « En effet, puis-je vous offrir un cognac ?» Albrecht hocha la tête. « Vous souhaitiez parler des manuscrits ? J'ai, disons, une influence sur leur destination, finale, et des moyens considérables pour les acquérir. Mais je préfère savoir précisément ce que j'achète. » Albrecht hésita, puis s'assit. « Alors, sachez, dit-il lentement, que ces volumes, s'ils sont authentiques, pourraient redéfinir des éléments de la structure ecclésiastique post-grégorienne. Certains seraient prêts à payer cher pour les posséder ou les supprimer. Zurich, par exemple, s'intéresse non seulement à l'érudition, mais aussi au patrimoine. Comme d'autres, peut-être. « D'autres », répéta Holmes en remplissant à nouveau le verre de son invité. Il existe des collectionneurs plus aisés que Zurich, mais leurs intérêts ne sont pas académiques. « Et le vôtre ?» Albrecht sourit. « Je ne suis que le coursier. » C'était une chose curieuse à entendre. Les yeux de Holmes brillèrent, mais il n'en dit plus rien ce soir-là. Quand Albrecht est parti 1 heure plus tard, promettant de transmettre les intentions de M. Harcourt à ses clients, Holmes s'est tourné vers moi et m'a dit « Eh, bien Watson, notre araignée a plusieurs pattes. Vous croyez qu'il agit au nom de quelqu'un d'autre ? Sans aucun doute. Et maintenant, je crois savoir qui. » Il prit son carnet et nota un seul nom. J'ai regardé, on pouvait y lire « Monsieur Théodore Varnier, Lyon. »« Qui est-il » demandai-je. « Un marchand de vérité, » répondit Holmes, « et plus dangereux encore, un marchand de mensogesses que les gens veulent croire. » Je ne connaissais que vaguement le nom de Varnier, même si le poids qu'il portait dans la voix de Holmes était indéniable. Il avait un jour parlé de cet homme à voix basse, le décrivant comme un fournisseur de contrefaçons intellectuelles, un personnage insaisissable qui ne créait pas de mensonges au pinceau ou au ciseau, mais avec du parchemin, de l'encre et des légendes murmurées. Le genre d'homme qui se bâtissait une réputation grâce à des livres qui n'avaient jamais existé, qui négociait des transactions obscures entre des collectionneurs privés et des institutions possédant juste assez d'histoires plausibles pour ancrer un mensonge. C'est le lendemain matin de la visite d'Albrecht que Holmes confirma ses soupçons. Varnier, dit-il en arpentant la cheminée, fut un jour expulsé de la Bibliothèque nationale
pour avoir tenté de faire passer un faux échange épistolaire entre Érasme et un évêque fictif de Gaule. Depuis, il opère depuis Lyon sous le couvert d'un marchand de manuscrits et d'antiquités. Mais son véritable commerce, ce sont des récits, des histoires sous vélin conçues pour tromper. Et vous croyez qu'il est derrière cette tentative d'insérer une fausse provenance dans les volumes ? Ai-je demandé. Je crois, répondit Holmes, qu'il est l'architecte de toute cette illusion. Neuburg, si c'est bien son nom, n'était que son agent à Londres. Les livres n'étaient pas destinés à disparaître définitivement. Ils devaient être retrouvés, authentifiés par quelqu'un comme Waldheim, puis vendus sous une fausse gloire à une collection privée ou à des archives religieuses avides de s'approprier un morceau d'histoire perdue. C'est une arnaque lucrative, Watson. Mais pour réussir, la supercherie doit être infaillible. Holmes se dirigea vers le bureau et commença à rédiger une lettre. « À qui écris-tu maintenant » demandai-je. « À Monsieur Varnier lui-même, » dit-il d'un geste de la main. « Sous le nom de Monsieur Nigel Harcourt, bien sûr. Je me ferai passer pour un collectionneur indépendant intéressé par les volumes redécouverts. La visite d'Albrecht a constitué le pont nécessaire. Varnier ne résistera pas à l'offre d'un autre acheteur potentiel, surtout s'il laisse entendre qu'il n'est pas gêné par les scrupules institutionnels. » Il s'arrêta et leva les yeux vers moi. « Et puis, Watson, nous le ferons sortir. » La réponse est venue rapidement. Holmes reçut 2 jours plus tard un télégramme envoyé de l'Hôtel de l'Europe à Lyon. « Je suis très heureux de votre intérêt. Je recherche depuis longtemps un mécénat avisé. Je suis actuellement à Londres. Pouvons-nous nous rencontrer ? TV. » Holmes m'a montré le message avec un sourire narquois. Le renard s'aventure à découvert. « Tu penses qu'il est vraiment à Londres ? » ?»« Oui, et je soupçonne qu'il était déjà là quand Albrecht est arrivé. Il n'aurait jamais laissé un projet aussi délicat entre des mains étrangères. Varnier est du genre à rôder, jamais vu, mais toujours proche. Il répondit immédiatement, organisant un rendez-vous le soir même dans un salon de lecture, privé que Holmes louait occasionnellement à l'Athenaeum Club sous un pseudonyme. C'était un lieu isolé, discret et digne de la personnalité de M. Nigel Harcourt. Ce soir-là, alors que les lampadaires crépitaient dans le brouillard et que les portes en fer de Pall Mall scintillaient sous la pluie récente, Holmes et moi étions assis dans la pièce faiblement éclairée en attendant notre invité. À 7h30 précise, un homme grand et aux traits fins entra, impeccablement vêtu d'une redingote sur mesure et d'une douce cravate de soie ivoire. Ses cheveux étaient tirés en arrière, révélant un front haut et bombé, et ses yeux gris pâles ne laissaient rien passer. « Monsieur Harcourt ?» demanda-t-il, son accent français prononcé mais délibéré. Holmes lui tendit la main. « En effet, et vous êtes Monsieur Varnier. Je suis flatté que vous ayez entendu parler de moi. »« Je tiens à me tenir informé, » répondit Holmes. « Veuillez vous asseoir, on commence par les volumes ?»« Je dois avouer, » dit Varnier en s'installant sur la chaise en face de nous, « que je suis intrigué. La proposition de Zurich était déjà en cours lorsque j'ai entendu parler de votre intérêt. On peut se demander où vous avez eu connaissance de ces textes. » Holmes sourit. « Dans mon métier, on apprend beaucoup de choses. La question importante est de savoir si votre édition est à vendre et à quel prix. » Les yeux de Varnier brillèrent. « Ah, mais ce n'est pas simplement une édition. C'est un artefact, monsieur Harcourt, une résurrection de la foi inscrite dans l'histoire. Le Loi, secret-on, pensait qu'il s'agissait d'une invention du mythe monastique. Et pourtant, il est là, dans votre ville, prêt à être revendiqué. Il sortit une chemise en cuir et la posa soigneusement sur la table. À l'intérieur se trouvaient 3 documents pliés, chacun censé vérifier la provenance des volumes. On y trouvait un manifeste de voyage du XVIIe siècle faisant référence au transport de textes ecclésiastiques d'Ombrie à Bruges, une lettre décolorée d'un prétendu abbé en exil, et plus frappante encore, une entrée de catalogue en latin datée de 1794,
attribuant les livres à la bibliothèque disparue de San Vico. Holmes examina les documents avec attention. L'air indéchiffrable. Je vis ses doigts s'arrêter presque imperceptiblement sur le cachet de la lettre. « Votre authentification est complète, » murmura Holmes, « mais je me demande comment vous avez obtenu les originaux. » Varnier haussa légèrement les épaules. « Ils sont passés entre de nombreuses mains, certains sont anonymes, mais je vous assure que la piste est claire. » « Et pourtant, dit Holmes d'un ton doux, les livres n'ont jamais été signalés comme disparus par l'Église, ni répertoriés dans aucun registre d'acquisition depuis 1800. On pourrait dire que leur trace est trop claire. » Le regard de Varnier se durcit. « Est-ce une négociation ou une enquête, monsieur Harcourt ?»« Une négociation, » répondit Holmes d'une voix doucereuse. « Mais je dois savoir ce que j'achète. Après tout, le poids de l'histoire ou sa fabrication fait partie du prix. » Le Français rigola, mais le sourire n'atteignit jamais ses yeux. « J'admire votre rigueur. Et oui, appelons cela une restauration. De la connaissance, de la foi, de la valeur. Certaines histoires doivent être écrites rétroactivement. Cela ne les rend pas moins vraies. » À ces mots, Holmes se pencha en avant. « Et certains crimes, monsieur Varnier, ne sont que des mensonges bien ficelés. » Il y eut un silence. Puis, la voix de Holmes, calme mais précise. « Je dois vous demander de ne pas quitter Londres pendant les prochaines 24 heures. » Varnier se redressa légèrement, toujours calme. « Et pourquoi ?» Holmes ouvrit une petite enveloppe et glissa un document plié sur la table. « Ceci est un mandat d'arrêt provisoire, fondé sur des preuves fournies à l'inspecteur Lestrade à Scotland Yard en début d'après-midi. Falsification d'antiquités, intention de fraude et complot en vue de falsifier un dossier universitaire. » Pour la première fois, le masque de Varnier se fissura. Ses lèvres se retroussèrent en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. « Très malin, » murmura-t-il, « mais vous oubliez que je n'ai rien fait. Je n'ai jamais touché. Ça aux livres. Je n'ai jamais prétendu les posséder. Mon nom n'apparaît sur aucun registre. Je ne suis qu'un simple facilitateur. » Holmes se leva. « Et c'est précisément là, Varnier, le filet dans lequel vous serez pris. Les passeurs laissent des traces. Télégrammes, visiteurs, correspondances. Et les livres, les vrais, toujours en possession de la boutique que vous avez tenté de dévaliser par réputation. » Varnier se leva lentement. « Nous verrons bien, » dit-il. « Vous avez raison, » répondit Holmes. « Nous le ferons. » Cette nuit-là, alors que nous marchions le long du talus, les lampadaires à gaz projetant de longues ombres sur le trottoir, je me suis tourné vers Holmes. « Croyez-vous qu'il va fuir ?» Holmes alluma une cigarette, les yeux rivés sur la Tamise. « Il ne se présentera pas encore. Les hommes comme Varnier sont trop fiers. Il tentera de déformer l'affaire, peut-être même de menacer de poursuites judiciaires. Mais désormais le poids de la surveillance pèse sur lui. Son nom ne murmurera plus dans les galeries et les salles d'audience. Il résonnera dans les salles d'audience. Et les livres? Ils resteront chez Touch & Pounce pour l'instant. Peut-être qu'un jour ils seront authentifiés, peut-être pas. Mais la vérité, Watson, c'est que même un objet authentique peut être souillé par une histoire mensongère. Mieux vaut un mystère qu'un mensonge. » Il jeta l'allumette dans la rivière et retourna vers Baker Street. « Allons, mon ami. Il reste un dernier coup à jouer. C'est l'après-midi suivant, au milieu du faible murmure de la circulation de Baker Street et de l'odeur du tabac turc s'échappant de la pipe de Holmes, que la lettre arriva. Madame Hudson la porta sur un plateau, accompagnée d'une théière de ceylan fraîche, et l'attendit à Holmes avec un regard curieux. L'enveloppe était crème pâle, les bords intacts, et l'adresse était écrite d'une écriture serrée, presque arachnéenne. Monsieur Sherlock Holmes, V121B, Baker Street. Londres Holmes le retourna une fois et remarqua le sceau, une marque en relief du monastère Saint-Joseph de Bruges. Il le brisa proprement et déplia la feuille unique qu'il contenait. En lisant,
Une lueur particulière illumina ses yeux, une lueur que j'avais fini par associer à l'assemblage des dernières pièces d'un puzzle. Il me l'a passé sans commentaire. J'ai lu à voix haute. À Monsieur Sherlock Holmes, notre prieuré a été informé de votre demande par l'intermédiaire d'un ancien élève actuellement au service du British Museum. Vous recherchez une confirmation concernant un recueil d'antiennes, enluminées autrefois attribuées à la bibliothèque disparue de San Vico. J'ai le regret de vous informer que ces volumes n'ont jamais figuré dans nos archives. Cependant, votre mention de la dédicace Cordiae Fidelitatis m'a rappelé un document portant cette phrase. Un érudit jésuite fuyant les persécutions en Savoie l'avait apporté ici en 1857. Il s'agissait d'un seul folio, relié en fragments, plus symbolique que canonique. Elle fut conservée un temps dans notre scriptorium, puis restituée au Vatican par voie officielle. Je m'en souviens bien car la main qui a rédigé la dédicace était grossière. Il s'agissait clairement d'une invention tardive, écrite sur des lignes de texte plus anciennes. Une insertion, pas une origine. Si vous êtes intéressé par les études, je vous recommande la prudence. Si c'est légal, je vous suggère de consulter les archives du Vatican. La piste, je le crains, est confuse. Cordialement, frère Mathieu Lenoir, monastère Saint-Joseph, Bruges, je le lui ai rendu en fronçant les sourcils. Alors, ça confirme tes soupçons. La dédicace a été falsifiée, ajoutée bien plus tard pour lui donner une certaine légitimité. Exactement, répondit Holmes. L'expression « écrit sur des lignes plus anciennes » est accablante. Quelqu'un a pris un volume ou un manuscrit authentique et y a greffé un mythe. C'est comme graver un nouveau nom sur une tombe ancienne pour la revendre. Et le Vatican pourrait avoir le fragment original? Peut-être. Mais peu importe. Varnier misait sur les lacunes de la recherche, sur des choses à moitié oubliées ou présumées perdues. Son génie, si l'on peut dire, résidait dans son aptitude à exploiter les limites de l'incertitude historique. Il ne créait pas de faux au sens brut du terme, il créait du contexte. C'est bien plus dangereux. Qu'à ce moment-là, on frappa à la porte. C'était Miss Rook. Elle entra avec une expression anxieuse et retira ses gants, tandis que Holmes lui faisait signe de s'asseoir sur une chaise. « Je m'excuse d'être venu sans prévenir, » a-t-elle. « Déclaré, mais quelque chose d'étrange s'est produit ce matin. »« S'il vous plaît, » dit Holmes. « Dites-le nous. » Elle ouvrit son sac et en sortit un mince paquet emballé dans du papier Kraft. Ceci a été posté à la boutique. Pas d'adresse de retour, pas de note. Juste l'étiquette à l'attention de mademoiselle Lydia Rook. Holmes prit le paquet et le déballa avec précaution. À l'intérieur se trouvait un petit volume, relié en cuir noir sans inscription. Il l'ouvrit à la première page et prit une profonde inspiration. C'était un grand livre. Pas à moi. Il s'empressa de dire à mademoiselle Rook. Du moins, pas de notre boutique. Holmes tourna page après page. Les entrées étaient méticuleuses, chacune détaillant la vente ou l'acquisition de livres ecclésiastiques rares sur une période de 5, sans la plupart portaient les noms de collectionneurs européens, quelques institutions. Mais plusieurs pages avaient été délicatement effacées. D'autres portaient des annotations au crayon dans les marges, des initiales énigmatiques, des symboles ressemblant à des codes de catalogage et de courtes phrases comme préparé, exposé ou réaffecté. Holmes s'est arrêté sur une page à mi-chemin. Là, à l'encre délavée, se trouvaient 3 entrées. Antiphonaire A, volume P1, acquis en 1890, antiphonal B, volume 2, préparé en 1891, traité G, volume 3, expédié en 1892 et en dessous, écrit avec une encre plus nette, a récemment été ajouté. Les 3 volumes réunis. Londres, 1891. Provenance finale confirmée. Attendre le contact. H. Holmes tapota la dernière ligne. Notez l'utilisation d'une seule initiale. H. Ce n'est pas Varnier. Alors qui? Demandai-je. Qui, en effet? Mademoiselle Rook se pencha. Il y a autre chose. L'homme
Qui a apporté le colis? C'était le même livreur qui s'était occupé de notre correspondance précédente. Je lui ai posé la question directement. Il a dit que l'homme qui le lui avait remis portait des gants de velours foncé. Holmes se leva aussitôt. Alors notre agent, le voleur initial, Neuburg ou Greaves, ou quel que soit, son vrai nom est toujours à Londres. Et plus encore, il nous surveille. Ce colis n'était pas destiné à Thatch. Il était destiné à vous, mademoiselle Rook. Elle pâlit. Moi? Pour tester si vous pouviez être influencé ou peut-être averti. Quelqu'un vous perçoit comme un maillon faible potentiel de la chaîne. La mâchoire de mademoiselle Rook se serra. Alors, il me juge mal. Je suis d'accord, dit Holmes d'un ton grave, mais nous devons considérer cela comme une ultime escalade. Varnier n'a pas réussi à récupérer les volumes par la persuasion. Son messager passe désormais de l'ombre à des formes de pression plus subtiles. Il se dirigea vers le bureau, sortit un dossier de notes et les étala sur la table. Faisons l'inventaire. Nous avons 3 acteurs connus dans cette représentation. Varnier, l'orchestrateur, Albrecht, l'évaluateur, et Neuburg, le messager et agent principal. Nous savons maintenant que les livres ont été modifiés pour ressembler à un texte religieux perdu depuis longtemps, et qu'une fausse provenance a été construite pour étayer cette fiction. La vente initiale à Neuburg était réelle, mais la disparition de la transaction et des livres a été mise en scène. De plus, il se tourna vers Miss Rook. Vous étiez le seul témoin à avoir assisté à la transaction. C'est vous, et non Thatch, qui pouviez vérifier la réalité de la vente. Cela vous rend particulièrement dangereux pour leur machination. Elle hocha lentement la tête, absorbant les implications. Je pense qu'il est temps, poursuivit Holmes, de passer à l'action. Watson, demain nous organiserons une exposition publique. Un quoi? Une exposition, dit Holmes avec une lueur rare dans le regard. Nous annoncerons par les canaux appropriés que Thatch Trempoons présentera les volumes redécouverts à un cercle restreint d'universitaires et de collectionneurs de confiance. Discrètement, bien sûr, mais suffisamment pour provoquer. Il fit un geste vers le registre, et nous le placerons là où il sera possible de le trouver. Tu poses un appât, dis-je. Holmes sourit. Watson, mon cher ami, pour chasser. Une araignée, il faut faire trembler la toile. Ce soir-là, à la tombée de la nuit, Holmes prit des dispositions avec l'estrade qui surveillait les faits et gestes de Varnier depuis la réunion de l'Athénée. Le Français resta à Londres, résidant désormais à une adresse privée à South Kensington. Albrecht serait rentré à Zurich, bien que Holmes soupçonnât son absence d'être plus théâtrale que définitive. La véritable préoccupation demeurait Neuburg, le coursier aux gants. Holmes pensait qu'il frapperait à nouveau, une dernière tentative pour récupérer les volumes ou faire taire le témoin. Et pour cela, le piège serait tendu à l'exposition elle-même. Varnier ne viendra pas, songea Holmes tandis que nous passions devant les stalles closes de Charing Cross. Ses semblables ne viennent jamais. Mais Neuburg, il viendra. Le grand livre prouve qu'il mise toujours sur le long terme. Et que se passe-t-il s'il réussit? Holmes s'arrêta sous un lampadaire et alluma une cigarette. La flamme projetait des ombres dures sur son visage anguleux. Nous risquons alors de perdre les livres, mais nous ne perdrons pas la vérité. C'était une chose curieuse d'assister à une exposition montée non pas pour le public, ni pour le monde universitaire, mais comme une ruse délibérée pour capturer un fantôme. Pourtant, c'est précisément ce que Sherlock Holmes a conçu le matin du 15 octobre. Transformer le calme et la pénombre de Thatch & Pounce en un décor théâtral de leurre et d'observation, d'ombre et de performance. L'hypothèse était plausible. Après la redécouverte tant commentée des volumes ecclésiastiques perdus, un petit groupe de collectionneurs privés et d'universitaires triés sur le volet serait invité à vérifier leur authenticité en personne. Aucune annonce officielle ne fut faite, bien sûr, seulement des messages discrets adressés à quelques érudits de confiance, transmis par des canaux chuchotés au British Museum et dans les cercles d'antiquaires.
Le bruit était juste assez fort, dit Holmes, pour résonner dans les ruelles. Approprié. Pour réveiller l'araignée vêtue de soie dans son antre. À 10 heures, la librairie avait été subtilement transformée. Une longue table drapée de velours se dressait au fond de la boutique, flanquée de 2 chaises pour la démonstration. Les 3 volumes contestés, authentiques, non contrefaits, étaient exposés sous des coupoles de verre, chacune posée sur un petit socle. Holmes avait insisté pour éclairer la pièce avec des appliques à gaz plutôt qu'avec des lampes électriques, affirmant que le scintillement de la flamme était plus propice à l'illusion de sainteté. En vérité, cela a accentué les ombres. Derrière le comptoir se tenait mademoiselle Rook, calme et impeccablement posée. Holmes avait pris le temps ce matin-là de lui parler en privé, et je remarquai que sa nervosité habituelle avait disparu, que remplacée par une détermination tranquille. Elle portait une robe en laine sombre à col montant, et affichait l'assurance inébranlable d'une personne parfaitement informée et en qui on avait pleinement confiance. Thatch, bien que visiblement ébranlé, joua son rôle avec une résignation stoïque. Il resta dans le bureau à l'étage, soi-disant occupé à dresser un inventaire, mais en réalité il avait été placé là par Holmes pour le protéger du danger. L'inspecteur Lestrade avait été appelé pour l'occasion, discrètement posté dans l'arrière-boutique avec 2 agents en civil. Leurs ordres étaient stricts. Aucune intervention, sauf signal direct de Holmes qui serait présent sous le nom de M. Harcourt, assis parmi les invités. Quant à moi, j'étais posté juste à côté de la vitrine du magasin, inspectant, ostensiblement une étagère de folios, mais en fait observant la rue à travers un miroir placé stratégiquement. Et donc, nous avons attendu. Les premiers invités arrivèrent vers 10h30. Le professeur Meldrum, un gentleman aux épaules voûtées du King's College, fut le premier à examiner les volumes. Il se félicita de la qualité du parchemin et s'intéressa particulièrement aux enluminures, remarquant leur curieux mélange de style carolingien et gothique tardif. Vint ensuite un certain monsieur Richard Fenwick, collectionneur privé aux moyens considérables et au discernement limité, qui affichait une légère condescendance et une odeur irrésistible. Il déclara les volumes « magnifiques reliques », après y avoir à peine jeté un coup d'œil, puis se dirigea vers le cabinet des cartes rares, perdant tout intérêt. Mais ce ne sont pas ces individus que nous avons observés. C'était à 11 heures précises, remarquai-je, qu'un nouveau personnage entra dans la boutique, grand, mince, enveloppé dans un long pardessus gris au col de velours. Son visage était caché par un chapeau à large bord, mais ses gants, sombres, en velours, étaient reconnaissables. J'adressai un léger signe de tête à Holmes, de l'autre côté de la pièce. Il ne réagit pas, mais je vis ses doigts appuyés légèrement sur la canne qu'il tenait. Lestrade, lui aussi, l'avait vu. La silhouette s'arrêta juste devant le seuil, laissant la porte se refermer silencieusement derrière lui. Il marchait, avec un calme étudié, s'arrêtant devant l'une des valises latérales, comme s'il ne faisait que parcourir les rayons. Il sortit une paire de lunettes de sa poche et les enfila. Son regard parcourut lentement la pièce, s'arrêtant un peu plus longtemps que nécessaire sur Miss Rook. Puis il se tourna vers la table centrale et s'approcha des volumes. « Puis-je » demanda-t-il doucement. Mademoiselle Rook inclina la tête. « Bien sûr, monsieur. Ce sont les 3 volumes en question. Nous pensons qu'ils font partie de la collection perdue de San Vico. Aucune attribution officielle n'a encore été faite, mais plusieurs spécialistes ont confirmé la qualité de la reliure et de l'écriture. » Il se pencha sur le premier volume, l'antiphonal A, et l'examina avec une intensité silencieuse. Ses doigts gantés flottaient juste au-dessus du dôme sans le toucher. Il est passé au 2e, puis au 3e. Lorsqu'il se redressa, il se tourna non pas vers Miss Rook, mais vers Holmes. « Ils ne sont pas censés être ici, » dit-il. Doucement, Holmes pencha la tête. « Pardonnez-moi, monsieur. » L'homme a enlevé son chapeau. C'était sans aucun doute Neuburg. Son visage était plus anguleux que dans mes souvenirs. Des pommettes acérées, des yeux bleu pâle, trop rapprochés.
et une bouche qui souriait rarement. Il paraissait fatigué, méfiant, mais résolu. « Ces volumes étaient destinés à Zurich, dit-il. Vous jouez un jeu dangereux. Et quel jeu serait-ce? Demanda Holmes dans son personnage de Harcourt, la voix calme. Neuburg jeta un coup d'œil à mademoiselle Rook. Tu devrais lui demander. Holmes se leva lentement. Non, monsieur Neuburg, je pense que c'est à vous de vous expliquer. Vous qui avez retiré les pages du registre. Vous qui avez orchestré le vol. Vous qui avez placé les facsimilés, construit l'illusion et attendu le moment propice pour les faire découvrir. Et maintenant, quoi? Vous êtes venu les récupérer avant que la vérité ne soit dévoilée. Les lèvres de Neuburg se pincèrent. Tu ne comprends pas, Holmes s'avança. Au contraire, je comprends parfaitement. Vous deviez retirer les vrais volumes, les remplacer par des répliques, et ne laisser aucune trace de la vente. Une fois les livres retrouvés, ils seraient authentifiés grâce aux faux documents préparés par Varnier. Ensuite, Zurich, ou peut-être un autre client, les achèterait pour une petite fortune. Tout était parfaitement mis en scène. Tout était parfaitement faux. Neuburg ne dit rien. Holmes se tourna vers mademoiselle Rook. Il pensait que vous ne le remarqueriez pas, que votre loyauté fléchirait. Mais vous avez tenu bon. Elle croisa le regard de Neuburg sans broncher. Tu nous as utilisés, tu as utilisé moi. J'ai reçu l'ordre de ne pas vous faire de mal, dit Neuburg, comme si cela pouvait être une consolation. Holmes fit un signe de tête vers le fond de la boutique. Aussitôt, Lestrade et ses deux agents surgirent de derrière le rideau. « Monsieur Neuburg, dit Lestrade sèchement, vous viendrez avec nous. » Mais Neuburg ne bougea pas. Au lieu de cela, il regarda Holmes presque tristement. « Vous avez peut-être les livres, mais l'histoire est déjà connue. Varnier s'en est assuré. Quelqu'un, quelque part, croira au mensonge. Et une fois commencé, il ne s'arrête jamais vraiment. » Holmes ne dit rien. Neuburg se laissa escorter par les gendarmes, les mains desserrées, comme si on s'attendait depuis longtemps à se rendre. Le reste de la journée s'est déroulé dans un calme anticlimax. Les invités furent poliment congédiés. Les volumes furent remis dans leurs emballages en toile cirée et enfermés dans la vitrine ignifuge que Holmes avait demandé d'installer derrière la réserve de Thatch. Lestrade partit avec Neuburg en garde à vue et un épais dossier de preuves rassemblé par Holmes. Varnier, apprîmes-nous plus tard, avait quitté sa résidence ce matin-là et disparu dans la vapeur et le brouillard du Continental Express. Le soir, Baker Street était à nouveau calme. Holmes était assis à son violon, jouant une mélodie grave et sinueuse. Assis en face de moi, je ne pouvais m'empêcher de repenser aux mots d'adieu de Neuburg. « Tu crois qu'il avait raison ?» demandai-je. « Que le mensonge perdurera. » Holmes posa son arc. « Il y aura toujours des gens qui préféreront la légende au grand livre. Mais la vérité est patiente, Watson, elle attend, elle perdure, et sous un regard lucide, elle finit par émerger. » Il se leva et se dirigea vers le feu, jetant le faux registre de Neuburg dans les flammes. « Laissons la cendre dire le dernier mot, » dit-il doucement. « Nous avons redonné voix à la vérité. » Dans les jours qui suivirent l'arrestation de Neuburg, le brouillard qui régnait sur Londres sembla se dissiper, au sens propre comme au sens figuré. Les journaux, pourtant avides de gros titres à scandale, ne firent que modestement mention de la fraude aux manuscrits révélés à la librairie Bloomsbury, la rapportant avec le ton sec réservé aux escroqueries financières et aux litiges juridiques. L'article ne mentionnait ni Neuburg ni Varnier, ce qui convenait parfaitement à Holmes. Mieux vaut laisser la vérité s'installer dans la dignité et le calme, a-t-il remarqué. Plus la trompette sonne fort, plus la note est fragile. Mademoiselle Lydia Rook reprit son poste chez Thatch & Pounce, plus respectée que jamais par M. Thatch, qui s'en remettait désormais à son jugement avec un respect retrouvé. Les 3 volumes authentiques restèrent sous clé, avec une nouvelle annotation dans le registre de la boutique, cette fois de 2 mains distinctes, l'une incontestablement la sienne, l'autre celle de Holmes, placée avec un soin délibéré. Un enregistrement permanent.
Une trace incorruptible. Et pourtant, malgré la conclusion apparente de l'affaire, Holmes n'était pas encore à l'aise. Je l'ai remarqué pour la première fois le 3e soir après l'exposition. Il se tenait à la fenêtre bien après, minuit, observant la lueur vacillante des lanternes des voitures sur Baker Street, les sourcils froncés et avec cette agitation particulière qui lui était propre, celle qui signalait une déduction inachevée, un chaînon manquant dans le grand projet. « Tu as gagné, Holmes, dis-je en attisant le feu. Neuburg est en détention, Varnier a disparu, et la vérité est de retour. Que reste-t-il » Holmes ne se retourna pas. « Un fantôme, Watson. Un dernier fantôme. » Je fronçai les sourcils. « Que veux-tu dire » Il se détourna finalement de la fenêtre, les yeux brillants de cette lumière si caractéristique, mi-triomphe, mi-anticipation. Nous avons identifié les auteurs, révélé la fraude et restitué les livres. Et pourtant, nous n'avons pas répondu à la question la plus cruciale. Lequel est ? Qui l'a financé ? Je me suis redressé. Je pensais que Varnier était l'instigateur. Holmes fit un geste de la main. Varnier était l'ingénieur, un maître de la méthode mais pas de l'argent. Quelqu'un a fourni le capital pour ses contrefaçons, a organisé les voyages, la documentation et même la diffusion de fausses rumeurs dans les cercles universitaires. Cela nécessite de l'influence et des motivations. J'ai réfléchi un instant. Tu crois qu'il y a encore un autre joueur caché ? Précisément. Holmes s'approcha de son bureau et en sortit une feuille de papier, l'un des documents originaux que Varnier avait apportés à notre rencontre à l'Athénée. Il portait le cachet d'une prétendue abbaye d'Anvers et prétendait attester du bon passage des livres aux Pays-Bas dans les années 1790. « Vous voyez ce filigrane » demanda-t-il en approchant la feuille du bec de gaz. « C'est une erreur. Ce style de blason n'était pas utilisé à Anvers avant 1825. Une erreur subtile, mais que Varnier ne commettrait pas par accident. Tu penses que c'était délibéré ? Oui. Une sorte de signature destinée à être découverte uniquement par quelqu'un qui cherche, Tresset. Il s'avère que ce blason, 3 abeilles sur un calice, correspond à celui utilisé par un homme nommé Louis Bellamont. Le nom ne me disait rien. Holmes sourit faiblement. C'est compréhensible. Bellamont porte de nombreux noms, mais dans les cercles diplomatiques français, il est plus connu sous le nom de comte de la Rive, un aristocrate ayant un penchant pour les textes rares, une profonde aversion pour certaines traditions ecclésiastiques et surtout une vieille dette envers Varnier. Il tapota à nouveau le papier. Je crois que toute cette entreprise a été financée par Delarive dans le but de placer de fausses preuves entre les mains des institutions, pas seulement pour le profit, mais pour façonner le récit historique. Le genre de récit susceptible de saper certaines autorités ecclésiastiques. Imaginez la frénésie académique, nouveaux évangiles, doctrines alternatives, traités perdus. Même discrédités par la suite, ils laisseraient derrière eux une sillage de confusion et de doute public. Une forme de sabotage idéologique, murmurai-je. Exactement. Juste à ce moment-là, on frappa à la porte. La dame Hudson est entrée avec un petit colis, sans adresse de retour. Holmes l'accepta sans commentaire et attendit qu'elle soit partie avant de le déballer soigneusement. À l'intérieur se trouvait un petit livre, relié en cuir rouge foncé, sans titre sur la couverture. Lorsqu'il l'ouvrit, un morceau de papier en tomba. Pour celui qui voit. T. Holmes tourna les premières pages. Le livre était entièrement écrit en latin d'une écriture fleurie et archaïque. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. Holmes ne répondit pas immédiatement. Il feuilleta le livre, puis le releva, lisant rapidement mais attentivement. Enfin, il parla. « Ceci, dit-il, est un faux, mais pas n'importe quel faux. C'est l'original prototype de Varnier, manuscrit d'où est tirée la dédicace de Cordiae. Il manque les enluminures tardives et les reliures anciennes, mais le texte principal est le même. Alors pourquoi te l'envoyer » Il sourit d'un air sombre. « Parce que Varnier m'envoie ces derniers mots.
Il sait qu'il ne peut pas récupérer les volumes, ni sauver la fraude. Mais il veut que je sache à quel point il a failli y parvenir. C'est son témoignage. Non, pas de vérité, mais de savoir-faire. Et la signature? Théodore, dit Holmes. Il a laissé tomber les masques. Plus d'initiales, plus de pseudonymes. Juste une lettre, comme une carte de visite oubliée dans les cendres. Ah! Holmes ferma le livre et le posa doucement sur le bureau. « Je veillerai à ce que cela aille au British Museum, dit-il. Ils pourront le placer parmi leurs curiosités trompeuses, peut-être sous verre, avec une plaque indiquant un faux de la plus haute qualité, défait par la fidélité. » Il se leva et retourna au foyer. « Mais c'est fini, Watson, le registre est rétabli, les livres sont en sécurité. Et ceux qui voudraient réécrire l'histoire avec de l'encre et de la tromperie ont été réduits au silence, pour l'instant. Je me suis levé également, un sentiment de finalité s'installant dans la pièce. « Et maintenant ?» demandai-je. Holmes m'a adressé un sourire rare. « Maintenant, attendons le prochain coup à la porte. » En écriant ces dernières lignes, je réfléchis non seulement au fait de l'affaire, mais aussi à ses implications. Car si le vol était rusé, le crime lui-même n'était pas un crime d'or ou de sang. C'était un crime de mémoire. Un crime contre le fil délicat par lequel la vérité tisse à travers le temps. En rétablissant ce fil, Holmes m'a rappelé une fois de plus le pouvoir non seulement de la déduction, mais aussi de la clarté. Il voit ce que d'autres ignorent, non seulement dans les traces physiques, mais aussi dans les motivations, l'ambition, le silence. Et c'est dans ce silence que je laisse aujourd'hui ce récit. Non pas comme un récit de victoire ni de défaite criminelle, mais comme une préservation silencieuse. Le genre que Holmes respecte le plus. C'est une curieuse habitude de l'esprit criminel, remarqua un jour Holmes, de vouloir si souvent qu'on se souvienne de lui. Il y a une certaine vanité, disait-il, chez le criminel qui ne peut s'empêcher de signer son chef-d'œuvre, même si cette signature prend la forme d'une lettre anonyme, d'un signe symbolique, ou d'une ultime et accablante ironie dramatique. Cette remarque me revint quelques jours plus tard, tandis que j'observais Holmes assis à son bureau, le volume relié en cuir rouge envoyé par Varnier, reposant désormais dans une mallette verrouillée à côté d'une pile de notes soigneusement recoupées. Bien que l'affaire fût officiellement résolue aux yeux de Scotland Yard, Neuburg inculpé, Varnier disparu et les livres mis en sécurité, Holmes n'avait pas cessé de méditer sur le sujet. Il examina le manuscrit comme un botaniste examinerait une orchidée rare, non seulement pour la classer, mais pour comprendre l'esprit de celui qui la cultivait. « Voyez-vous, Watson, dit-il un matin en désignant une marge remplie d'un latin, serré et anguleux, ce n'est pas simplement un texte conçu pour tromper. C'est un palimpseste de motivation. Voici cette ligne écrite avec une encre différente, à ceux qui croient à la lumière de la vérité, aux croyants, la lumière de la vérité. Ce n'est pas seulement une posture ecclésiastique, c'est un message. Non pas aux érudits ou aux collectionneurs, mais à celui qui voudrait trouver le manuscrit. Il tapota doucement la page. C'était un appât. « Vous croyez qu'il y avait un autre acheteur ?» ai-je demandé. Holmes hocha la tête. « Je crois que Varnier a préparé ce prototype avec plusieurs issues en tête. Si Zurich échouait, il y en aurait d'autres. Toujours d'autres. Ce volume n'est pas seulement un faux, c'est une graine, jetée au vent de la science et de la foi. Et les graines, Watson, ont la fâcheuse habitude de germer au moment le plus inattendu. Mais maintenant, avec la vérité exposée, Holmes me lança un long regard silencieux. La vérité peut être enterrée aussi facilement que les livres. Il suffit d'une personne compétente, d'un récit pertinent et d'un lecteur disposé à la lire. Je ne pouvais pas contester ce point. Et pourtant, malgré cette ombre philosophique, on avait le sentiment que nous étions arrivés à la dernière page de cette affaire. Holmes avait rédigé un rapport privé pour les archives internes du British Museum, un résumé brutal et médico-légal de la chaîne de tromperie qui avait mené de Thatch & Pounce à la porte du comte de la Rive, bien que l'homme lui-même fût hors de portée des tribunaux français. Lestrade, pour sa part, avait clos le dossier avec une retenue inhabituelle,
m'avouant seulement en privé que cette affaire avait plus de latin que je ne le souhaiterais en une semaine, mais au moins personne n'a fini dans la Tamise. Un indicateur de succès particulier peut-être, mais pas totalement inapproprié. Ce n'est que lorsqu'une deuxième lettre arriva, livrée non pas par la poste, mais en main propre, que l'attention de Holmes se fit à nouveau plus vive. L'homme qui l'apportait était quelconque, avec un accent belge ou hollandais. Il arriva en début d'après-midi, remit l'enveloppe avec une légère révérence et partit sans attendre de réponse. Le papier était plus fin que le précédent, un parchemin crème légèrement marbré, et le sceau portait l'emblème inimitable de la Bibliothèque royale de Belgique. Holmes l'ouvrit aussitôt et le lut en silence. Puis, sans un mot, il me le tendit, Monsieur Holmes. C'est avec une profonde gratitude que je salue vos efforts pour révéler la fraude de provenance liée au volume dit Cordiae. Votre correspondance avec nos collègues du Vatican et le fragment récemment transmis de Bruges ont suscité un réexamen approfondi de plusieurs entrées de notre catalogue, notamment une donation reçue anonymement en 1892 et censée provenir de San Vico. Nous avons le regret de vous informer que ces volumes présentent des caractéristiques textuelles identiques à celles des documents falsifiés que vous avez décrits. De plus, une note manuscrite signée seulement H a été retrouvée insérée dans la reliure. Le papier correspond au filigrane que vous avez précédemment identifié. Nous pensons qu'il s'agit d'une preuve supplémentaire d'une tentative plus vaste de fabrication d'une lignée ecclésiastique fictive. Les livres sont désormais en quarantaine académique, en attendant leur authentification complète. Nous vous adressons nos remerciements, et votre silence si vous le souhaitez. Avec ma plus haute estime, Léon Durand, archiviste, Bibliothèque royale de Belgique. Holmes plia lentement la lettre, ses doigts tapotant contre ses lèvres. Alors, dis-je, une autre graine a trouvé racine. Il hocha la tête. Et probablement pas le dernier. Varnier a placé ses manuscrits dans plusieurs bibliothèques, Watson, non pas simplement pour les vendre, mais pour réécrire l'histoire depuis les racines vers le haut. Discrètement, astucieusement, sans une seule balle ni un seul pot de vin. Mais maintenant que la Bibliothèque royale est au courant, ils le supprimeront, dit Holmes calmement, discrètement, par souci d'intégrité académique. Mais les livres resteront dans leur catalogue. De futurs chercheurs pourraient les redécouvrir. L'histoire pourrait refaire surface dans une décennie, sous une autre forme. Il s'est tourné vers moi, ses yeux soudainement plus réfléchis que cliniques. Avez-vous déjà pensé, Watson, que les plus grands mensonges ne sont pas ceux que nous disons aux autres, mais ceux que nous laissons graver dans la pierre et mettre de côté? Le poids de cette pensée pesait lourdement sur la pièce. J'ai toujours cru, dis-je doucement, que la vérité a de la durée. Holmes sourit faiblement. Et c'est pourquoi, mon cher ami, vous restez mon meilleur allié dans ces affaires. Le reste de la semaine se déroula avec moins d'interruptions. Holmes reprit ses expériences chimiques avec une vigueur renouvelée et je repris une modeste consultation médicale que j'avais longtemps négligée. Mais le soir du 21, alors que Holmes préparait une rare deuxième pipe de la journée, un dernier visiteur nous rendit visite. Un visiteur inattendu. C'était Lydia Rook. Elle entra tranquillement, son expression posée mais chargée d'un poids subtil. « J'espère que je ne dérange pas, dit-elle. « Au contraire, répondit Holmes. Vous êtes en fait pile à l'heure. » Elle haussa un sourcil. « Vraiment ?» Holmes fit un geste vers une chaise. Seul quelqu'un qui a traversé le ventre de la tromperie et en est ressorti indemne peut reconnaître qu'une histoire n'est pas tout à fait terminée. « Asseyez-vous, mademoiselle Rook. » Elle le fit, et, après un moment de pause, sortit de son manteau une lettre pliée. « J'ai trouvé ça, » dit-elle, caché dans le tiroir du bas du grand livre de comptes personnel de M. Thatch. Il ne l'a jamais remarqué. Il n'était adressé à personne, mais j'ai reconnu l'écriture. Holmes prit la lettre et la déplia. L'encre était foncée, les traits nets et précis. À ceux qui héritent de ma position, il viendra un moment où la vérité que vous protégez vous paraîtra pesante, gênante, voire inutile.
Dans ces moments-là, vous pourriez être tenté de la modifier, non pas par des mensonges, mais par des embellissements. Je vous écris pour vous exhorter à résister à cette tentation. La vérité, même ennuyeuse, même difficile, est la seule valeur sûre de notre métier. Les livres que nous conservons ne sont pas que des parchemins, ce sont des miroirs. Ils vous reflèteront, ne leur donnez pas d'ombre. Mademoiselle Rook leva les yeux. Tu crois que ça vient de Varnier? Holmes plia la lettre avec soin. Non, dit-il. Celle-ci est plus ancienne, l'écriture, le ton. Elle venait de quelqu'un d'autre, peut-être un ancien mentor de Thatch. Peut-être Thatch lui-même il y a longtemps. Mais c'est un épilogue approprié. Il lui rendit la lettre. Garde-la. Et quand le prochain mystère te trouvera, et il viendra, souviens-toi-en. Elle sourit. Merci, monsieur Holmes. Alors qu'elle partait, Holmes se tourna vers moi avec une rare douceur dans son expression. Watson, dit-il, rares sont les affaires qui se terminent avec clarté. La plupart laissent derrière elles des traces d'encre qui s'estompent avec le temps. Mais je suis satisfait que, dans cette affaire, nous ayons offert à la vérité une page solide de plus. J'ai hoché la tête, pensant non seulement au volume, ni au registre, ni même à Varnier, mais à la force tranquille de ceux qui préservent l'honnêteté dans un monde toujours prêt à le réécrire. Ce fut quelques jours après la visite discrète de Miss Rook que le dernier chapitre de l'affaire sembla se clore, non pas avec un bruit de révélation, mais avec le léger grincement d'une étagère qui se mettait en place. Un moment si modeste que je l'avais presque manqué, n'eût été le regard dans les yeux de Holmes ce matin-là. Nous revenions d'une petite promenade à Regent's Park, l'air frais de ce début d'octobre, les feuilles couleur de braise crépitant sous nos bottes. Holmes, bien que contemplatif comme toujours, semblait inhabituellement serein. Aucune affaire en cours ne le consumait, aucun télégramme n'exigeant une réponse immédiate. Le feu de notre salon brûlait doucement, et Holmes s'occupait qu'à essuyer son violon pendant que je parcourais le dossier. Foi. Vous savez, Holmes, dis-je distraitement en pliant le journal, je pense parfois que vos plus grandes victoires passent inaperçues auprès du public même qui en bénéficie. Saint-Inde, il ne leva pas les yeux des cordes. Et à quoi bon la notoriété dans une affaire pareille? Devrais-je publier une liste de faux et de disparitions pour alerter chaque acheteur peu scrupuleux que ces magouilles ont été démasquées? Non, Watson. Une correction discrète est souvent la plus durable. Il se leva et se dirigea vers l'étagère, caressant le dos de notre collection avec une révérence presque affectueuse. Puis, avec la même lenteur, il sortit un volume du centre, un modeste traité sur l'authentification des manuscrits, écrit par un érudit français nommé Aubertin. « Voilà », murmura-t-il en la posant sur le bureau. Cette étagère penchait toujours légèrement vers la gauche. On dirait qu'elle s'est enfin stabilisée. Je clignai des yeux perplexes. « Holmes, est-ce que tu t'intéresses à la menuiserie maintenant ?» Il sourit faiblement. « Non, Watson, mais j'ai pris l'habitude de remarquer la stabilité. Après des semaines de tromperie, de performances et de manipulations littéraires, il y a une certaine poésie à savoir que la vérité, même sur une étagère poussiéreuse, a du poids. » Il ouvrit le volume et y glissa une page pliée. Une copie de la lettre de Mademoiselle Rook, celle découverte dans le tiroir de Thatch. Dans la marge, il avait écrit, de sa belle écriture en forme d'araignée, affaire classée, pas conclue. La vérité, que renaît là où l'encre mentait. S.H. plus tard le même jour, nous avons reçu un visiteur inattendu, un homme à l'allure droite d'un diplomate et au raffinement subtil dû à son éducation continentale. Il nous a été présenté par Madame Hudson comme Monsieur Arnaud, et bien qu'il n'ait pas précisé son titre, Holmes l'a immédiatement reconnu. « L'attaché de l'ambassade de France », murmura Holmes, tandis que l'homme entrait. « Intéressant. Nous n'avons pas reçu de visite officielle depuis l'affaire du traité naval. » Monsieur Arnaud inclina poliment la tête. « Monsieur Holmes, docteur Watson, j'espère que ce n'est pas une imposition. »« Pas du tout, » répondit Holmes. « Puis-je vous offrir du thé ou une copie de la dernière signature de Varnier ?»«
Le Français eut un léger sourire. « Ce ne sera pas nécessaire. Je ne viens ni en tant qu'agent de la justice ni en tant qu'adversaire, seulement en tant que messager. Le gouvernement français ne demandera pas l'extradition de l'individu que vous connaissez sous le nom de Varnier. Il n'est plus sur notre territoire. » Holmes haussa un sourcil. « Pas à l'intérieur de vos frontières ou hors de votre portée ?»« Les deux, » répondit Arnaud. « On pense qu'il est parti pour Alexandrie, peut-être Constantinople. Un homme comme Varnier s'épanouit dans les bibliothèques sans catalogue. Et le comte de la Rive, c'est un homme influent, » dit prudemment Arnaud, dont le nom ne figure sur aucun document et dont le lien avec cette affaire est purement spéculatif. Nous considérons l'affaire comme close. Holmes hocha la tête. « Bien sûr que oui. » L'attaché se leva. « Cependant, je vous laisse avec ceci. » Il remit à Holmes un petit paquet, enveloppé dans du lin et scellé d'un blason en cire portant un seul motif, 3 abeilles sur un calice. Holmes brisa le sceau et déplia le tissu. À l'intérieur se trouvait une bague en or, ancienne, sertie d'une pierre noire gravée en latin. « La vérité gagne, la vérité triomphe. »« Pas de mots ?» demanda Holmes. « Aucun, » répondit Arnaud. « Seulement la connaissance que tu comprendras. » Après une dernière révérence, il partit. Je regardai Holmes tandis que la porte se refermait. « Un message ou une reddition ?» dit-il doucement. Un geste de reconnaissance. Varnier est peut-être parti, mais il a reconnu le dénouement. Discrètement, sans fanfare, comme toutes les fins significatives. Les jours suivants, la vie reprit son rythme habituel à Baker Street. Holmes retourna à sa musique et moi à mon écriture. Mademoiselle Rook envoya une lettre de remerciement, un mot modeste, plié avec précision, dans lequel elle exprimait à la fois sa gratitude et une détermination renouvelée. Elle avait décidé, disait-elle, de commencer un catalogue indépendant de chaque volume litigieux chez Touch & Pounce, en commençant par ceux que Holmes avait recensés. Un registre personnel de vérité. Je l'apprécie, dit Holmes en pliant la lettre. Elle a le tempérament d'une bibliothécaire et le culot d'une avocate pénaliste. Elle ira loin. Nous n'avons plus jamais entendu parler de Varnier, pas directement. Mais des rumeurs ont commencé à faire surface des mois plus tard dans les revues de bibliophiles européens. Un prétendu fragment d'évangile découvert en Tunisie, un rouleau liturgique retrouvé à Thessalonique, un livre d'heures perdu offert en secret à un collectionneur d'Istanbul. Aucune n'a été prouvée authentique, mais aucune n'était définitivement fausse non plus. Holmes conservait un dossier de coupures de presse étiqueté « Écho du cœur ». Il n'a jamais ajouté de commentaires, seulement des dates, des lieux et des noms, chaque entrée étant aussi clairsemée que les marges du journal d'un moine. Et ainsi, l'histoire ne s'est pas terminée, elle s'est dissoute, comme de la vieille encre sous la pluie, laissant derrière elle une ombre faible et le souvenir de ce qui avait été tenté autrefois. Quelques semaines plus tard, par une rare matinée ensoleillée, Holmes et moi avons fait une dernière promenade sur Museum Street. Nous nous sommes arrêtés devant Touch & Pounce, où la vitrine avait été réaménagée. 2 premières éditions, un atlas illustré rare et, au centre, sous une cloche de verre, un fascicule relié en cuir, sans étiquette. Les vrais volumes sont à l'intérieur, bien sûr, remarqua Holmes. C'est une copie, mais peu importe, le symbole suffit. Il se tourna vers moi. Tu te souviens, Watson, de la dédicace? Cœur de fidélité, ça, ai-je récité. Au cœur de la loyauté. Il hocha la tête. Une fiction, oui. Mais même la fiction contient des fragments de vérité. Nous sommes entrés, et Miss Rook nous a accueillis avec un sourire. L'étagère dont vous avez parlé, monsieur Holmes, a été renforcée. La vitrine ne basculera plus. Holmes s'inclina légèrement. Et le registre? Verrouillé. Les deux. Un pour les affaires, un pour la mémoire. J'ai regardé Holmes tandis que nous nous préparions à partir. Ça valait le coup. Il s'arrêta sur le seuil. C'est toujours le cas, Watson. Non pas parce que le monde applaudit,
mais parce que la vérité préservée même discrètement devient sa propre récompense. Nous sommes sortis dans la rue, le soleil du matin perçant entre les toits de Bloomsbury, et pendant un instant, Londres elle-même s'est sentie immobile, maintenue dans l'équilibre de l'honnêteté retrouvée.